On a le plaisir d'accueillir Arnaud Schneeweiss, le directeur délégué, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de cette épargne qu'affectionnent les Français. On a vu avec Vincent Kutkovitz en fait que les fonds euros, en effet, depuis quelques temps, étaient sur une dynamique à la baisse en termes de rendement. On va voir avec vous les principaux chiffres parce qu'ils sortent en ce moment sur le bilan de l'assurance vie 2016 en termes de collecte, de rendement et de répartition. Est-ce que vous pouvez nous donner ces infos ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'assurance vie a confirmé en 2016 qu'elle était le placement préféré des Français, très nettement. Ça ne change pas et c'est pas prêt de changer. Ça ne change pas. L'assurance vie, c'est 1630 milliards d'euros d'encours. Bon. L'année dernière, en 2016, la collecte brute a été de 135 milliards d'euros. Ça, c'est stable. Alors, il y a aussi une stabilité. En net, 17 milliards. Une légère diminution parce qu'on a une stabilité de la collecte brute, mais les prestations, c'est-à-dire ce que les gens ont récupéré, a un petit peu augmenté de 7 milliards, donc la collecte nette est de 17 milliards. Oui, parce que ça répond à un besoin. On peut en avoir besoin pour sa retraite ou c'est l'intérêt de l'assurance vie. On dit parfois que c'est le couteau suisse. En tout cas, c'est un placement qui est simple, qui est sûr, qui est souple et qui permet effectivement de répondre aux différents besoins, que ce soit la préparation de sa retraite ou la préparation d'un achat immobilier. Voilà. Donc 1600 milliards d'enveloppe d'assurance vie, 1630, le rendement moyen. Alors, donc ça dépend, vous savez qu'il y a deux grandes catégories, les fonds en euros et les fonds qu'on appelle en unité de compte, les supports qu'on appelle en unité de compte. Pour l'euro, le rendement moyen était un petit peu en dessous de 2%. Donc c'est quand même bien, surtout que l'inflation a été de 0,2 Combien ? 1,9, 1,95 ? Un peu en dessous de 2%. Et vous n'avez pas le chiffre les chiffres, on révélera bientôt. Et puis pour les unités de compte, c'est de l'ordre de 4%, le rendement, donc 2 fois plus. Pareil, un peu en dessous, un peu au-dessus ? De l'ordre de 4%. Bon, on a une fourchette. Donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport. Le ratio. Exactement, c'est ça qui est intéressant à regarder. Donc ceux qui ont accepté de prendre un petit peu plus de risques, ou qui ont eu l'appétit de prendre un peu plus de risques, ont gagné un peu plus, ce qui quelque part est moral et mérité. En termes de répartition du risque, justement, qu'est-ce qui est alloué au fonds euro et qu'est-ce qui est alloué à l'unité de compte ? Donc 80% de la collecte, c'est des fonds en euros et 20% en unité de compte. Donc ça, c'est un chiffre qui est vraiment très stable et qui se retrouve donc à peu près dans les encours. Ce que l'on peut noter, c'est que sur les derniers mois de l'année 2016, il y a une petite déformation et la collecte en unité de compte a été supérieure. C'est-à-dire que quand les gens ont eu besoin de retirer leur épargne pour une raison ou pour une autre, ils ont plutôt retiré sur les fonds euros. Et donc du coup, la collecte nette, elle est en unité de compte à 80%. Donc là, on a l'effet un peu des rendements bas et finalement qui alerte sans doute les épargnants. Sans doute la pédagogie des conseillers des entreprises d'assurance et puis voilà, le fait que les épargnants sont intéressés par aller vers des supports un peu plus risqués mais qui rapportent un peu plus. Dans l'actualité de l'assurance vie, il y a la loi Sapin 2 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup de craintes. Comment est-ce que vous, en tant qu'observateur de ce monde, observateur aguerri, vous avez vécu cette loi Sapin 2 ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne l'a pas demandé. La profession de l'assurance n'a en rien demandé cet ajustement législatif. Ensuite, on rappelle l'ajustement, enfin, les faits saillants. Le Haut Conseil de stabilité financière, désormais, peut prendre des mesures de place, potentiellement de blocage en cas de circonstances exceptionnelles. Donc vraiment, on parle d'une crise systémique. Et donc là, ça joue sur la liquidité, parce que jusqu'à présent, c'était un placement réputé liquide. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout ça, c'est vraiment beaucoup des affaires de communication et de psychologie. Ce qu'il faut avoir en tête, ce que parfois ce que le public ne savait pas généralement, c'est que la CPR avait déjà un pouvoir individuel en fait. Elle pouvait, entreprise d'assurance vie par entreprise d'assurance vie, prendre des mesures de blocage si la situation de l'entreprise l'exigeait. Donc la différence, c'est que maintenant, un pouvoir collectif a été donné au Conseil de stabilité financière. Donc fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, parce que la CPR aurait pu prendre 50 décisions le même jour, et voilà, là on aura une décision. Bon, espérons qu'on ne l'ait jamais, puisqu'on parle vraiment d'un cas de crise systémique. Et avec un paradoxe, parce que la philosophie était plutôt d'essayer de rassurer sur la solidité du système. Donc il y a eu des maladresses de communication. Et on a quand même observé, vous avez observé, j'imagine, des mouvements de collecte. Encore une fois,
Alors, encore une fois, la profession n'était en rien demandeur de cette mesure, donc il y a eu des maladresses de communication. En clair, ça favorise stade, le Luxembourg, par exemple, comme place. À ce stade, très honnêtement, on n'a pas de statistiques, donc très honnêtement, c'est très difficile de dire s'il y a eu des mouvements forts, vous posez la question, vers le Luxembourg. Aussi parce qu'on a du mal à collecter les statistiques vis-à-vis de l'autorité luxembourgeoise. On verra d'ici quelques mois. Il est clair qu'il y a eu des maladresses de communication. Si on évoque la suite, 2017, ce contexte de remontée des taux, on en parlait en première partie d'émission avec Jonathan, et cet écart entre les taux allemands et français notamment, comment est-ce que peut évoluer ce marché de l'assurance vie? Ce que tout le monde souhaite, c'est que la remontée des taux, si elle a lieu, soit progressive, lente. Enfin, je pense que c'est dans cette optique que la Banque Centrale Européenne se place et le système européen de banque centrale. La crainte, c'est une cassure, sinon... Oui, enfin, il y avait deux craintes finalement. Il y avait une crainte qui est en train de s'éloigner, qu'on pouvait avoir il y a 6 mois, d'aller vers les taux zéro, les taux négatifs, où allions-nous. Ça, c'était une première crainte. Bon, cette crainte est en train de se dissiper progressivement. Alors maintenant, il y a une nouvelle crainte, c'est que ça remonte trop taux. Vite. Voilà, c'est que ça remonte trop vite. Espérons que la remontée des taux soit progressive, parce que bien pilotée par la Banque Centrale Européenne. Parce qu'en effet, il faut rappeler, si ça remontait trop vite, il y aurait des arbitrages faits entre les portefeuilles historiques. C'est la crainte qu'on peut avoir. Alors par rapport à ça, rappelons aussi que les entreprises d'assurance vie sont très solides. En termes de marge de solvabilité, elles respectent 2 fois la marge qu'on appelle solvabilité 2. Et bien sûr, la réglementation contraint les entreprises d'assurance à avoir des réserves. Donc, selon la manière dont on compte, si l'on compte en prenant la provision pour participation aux bénéfices, la réserve de capitalisation, et puis toutes les plus-values, qu'elles soient en action, toutes les plus-values latentes, qu'elles soient en action, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient en obligation, ça représente 17% des provisions. Si on exclut les plus-values obligataires, parce qu'on trouve qu'en cas de choc de taux, ce n'est pas pertinent, ça représente encore 7% des provisions mathématiques. Donc, les assureurs vie sont quand même très, très bien préparés à des chocs éventuels. On va revenir sur la législation, enfin sur la régulation, mais auparavant on parlait des élections qui occupent les Français pour les prochaines semaines. Est-ce que de ce côté-là on peut craindre aussi une évolution en termes fiscal ou législatifs sur ce placement? Alors, comme on le disait à l'instant, la psychologie c'est vraiment quelque chose de très important en la matière. Dès qu'on parle d'épargne, la stabilité des règles, c'est vraiment quelque chose de très important. Stabilité fiscale, stabilité réglementaire. Voilà. Donc, vraiment, le grand souhait que nous avons, c'est la stabilité. Vous avez des craintes, vous avez des signaux qui pourraient... parce que c'est toujours pareil, c'est une poche d'épargne, donc ça tente forcément les politiques. Alors, ce que nous souhaitons, c'est en tout cas qu'il y ait, s'il doit y avoir des évolutions, qu'on aille vers des incitations pour favoriser la détention longue, pour favoriser la prise de risque. Mais en aucun cas un fléchage administratif, bureaucratique, dont on a toujours vu qui nous conduisait à l'échec. Rappelons que cet argent, ce n'est pas l'argent des assureurs, c'est l'argent des assurés. Il faudra leur rendre à leur souhait ou en cas de décès à leurs bénéficiaires. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent. En parlant de régulation, il y en a un qui dérégule, c'est Donald Trump, le nouveau président américain, qui l'annonce haut et fort. Il est pour la liberté d'entreprise, notamment dans le secteur financier. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'Europe? Est-ce que justement, du coup, on va suivre? Parce qu'on était plutôt très conservateur ces derniers temps. De fait, on est déphasé là, entre l'Europe et les États-Unis. En tout cas avec ce que Donald Trump annonce. L'Europe a notamment adopté la directive Solvabilité 2 en matière d'assurance, qui est une directive qui a beaucoup d'aspects positifs en termes de gouvernance, de contrôle du risque, qui nous met aussi beaucoup de contraintes en termes d'allocation d'actifs, et notamment qui a conduit, avec cette règle qu'il ne faut pas faire faillite à horizon d'1 an, qui a conduit à réduire les allocations des assureurs vers les placements en actions et en infrastructures. Donc on fait plus d'obligations? Du coup, on a des placements plus conservateurs, plus prudents, puisque la règle, c'est ne pas faire faillite à horizon d'1 an. Et donc moins de rendement également? Oui, alors de ce point de vue-là, nous souhaitons une évolution de ces règles européennes vers plus de souplesse pour permettre aux entreprises d'assurance, qui sont des investisseurs de long terme, de pleinement financer la croissance en Europe. Vous avez des antennes, vous êtes informé. Quel est votre sentiment? Est-ce que ça va aller dans ce sens-là? Peut-être un peu d'assouplissement? C'est ce que nous plaidons en tout cas. Alors de fait, notre environnement géopolitique évolue entre les États-Unis et le Brexit. Donc il faut vraiment que l'Europe fasse attention à ne pas être en déphasage et à ne pas être
un territoire surréglementé à cause des réglementations européennes et nationales par rapport au reste du monde. On rappelait la répartition, unité de compte 20%, 80% fonds euros. Est-ce qu'il est souhaitable et est-ce qu'on peut finalement donner davantage le goût du risque aux Français? Oui, alors bien sûr, d'abord rappelons, vive le devoir de conseil, il faut vraiment un entretien personnalisé et que chacun, en fonction de son appétit au risque, détermine quelle part de sécurité il veut et quelle part de prise de risque il est prêt à prendre. Il y a un produit qui apparaît là, depuis quelques mois, qui s'appelle l'eurocroissance, qui est progressivement commercialisé dans les réseaux, et qui rencontre un certain succès, bon, encore modeste, puisqu'il y a 2 milliards d'euros d'encours, mais il est en train de se généraliser au fur et à mesure que les réseaux se l'approprient, et donc le principe, c'est de donner des garanties de capital, mais seulement au terme de 8 ans, par exemple. Et ce produit peut rencontrer un certain succès pour donner le goût du risque. C'est un compromis, hein. On comprend bien que voilà, si on veut davantage de rendement, il faut prendre davantage de risques, donc on essaie de l'encadrer sur les différents paramètres, tout en donnant une garantie au terme. Et avec une garantie au terme. Justement, ça m'amène à une dernière question en termes d'innovation. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses? On sait que Vincent, par exemple, est fan d'immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait imaginer pour redonner un peu de tonus à ce marché? Non, enfin, vive la compétition, vive la concurrence, et chaque entreprise d'assurance propose ses produits. Après, la révolution numérique, si vous voulez parler d'innovation, ça c'est un vaste sujet sur lequel, dans la relation avec la clientèle, il y a sans doute beaucoup d'innovations qui vont apparaître. Avec les fameux robots notamment. On en reparlera, ce sera l'occasion d'une autre émission parce qu'en effet, il y aurait beaucoup à dire. Merci en tout cas de nous avoir présenté ce paysage. Arnaud Schneewey, je rappelle que vous travaillez pour la Fédération française de l'assurance et qui chapeaute ces différents assureurs privés. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Voilà, ainsi s'achève donc ce Parlons Placement. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.